Salut à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce débrief. Bienvenue dans Backcheck. Stéphane, on a vécu une soirée de hockey sur glace exceptionnelle ce soir. C'est pour ça qu'on aime le hockey, c'est pour ces soirées-là exceptionnelles. Et là, Cloton, c'est la fin. Oui. Swiss League. En effet, et c'est l'information bien sûr de la soirée, on va y revenir d'ici quelques instants. On reviendra également sur Lugano qui revient finalement de nulle part. Ils étaient menés 3-1 dans la série, 3 partout. Il y aura un 7e match du côté de la Rezaga. On va revenir sur cet acte de folie du côté du Hallenstadion. Puis tu l'as dit Stéphane, Rapperswil qui monte, Cloton qui descend. C'est la deuxième grosse information de la soirée. Et puis on va évidemment parler de cette promotion de Rapperswil avec ce but tombé en prolongation après un scénario de match complètement fou là aussi. Et pour revenir sur ces deux rencontres, sur l'essentiel de cette soirée et de cette promotion de Rapperswil et bien sûr ce futur 7e match entre Lugano et Zurich, nos invités qui sont là avec nous depuis le début de la soirée, ils sont là bien sûr aussi pour ce Backcheck. Gilles Montandon, ancien joueur de Ligue nationale, bien sûr au palmarès plus long que la généalogie du Christ. Et puis également Grégory Beau, journaliste à Sport Center qui regroupe le matin dimanche, 20 minutes, la tribune de Genève et 24 heures. Oui, j'accélère, Stéphane qui est là bien sûr. Et Stéphane, on va revenir notamment sur le but, un des buts de la soirée. Qui va prêter forcément à discussion, puisqu'il a été accordé, nous on n'était pas d'accord. On va revenir sur cet acte 6, vous l'avez compris, entre Zurich et Lugano, à Hallenstadion plein à craquer, une équipe zurichoise qu'on imaginait ô combien vaillante, et pourtant, Gilles Montandon, si on replonge dans cette partie, c'est Lugano qui va maîtriser les 10 premières minutes de jeu. Il n'y a quasiment qu'une équipe sur la glace. Lugano qui va ouvrir le score, j'ai envie de dire, une nouvelle fois du côté du Hallenstadion. Oui, c'est vrai, Lugano, en début de match, ils ont vraiment bien joué le coup. Ils étaient omniprésents, ils étaient bien inspirés, surtout. Ils ont fait des choix judicieux. Et ils réussissent à mettre ce premier goal qui normalement, on pouvait penser que ça allait un petit peu, qu'ils allaient plutôt jouer crescendo. Et non, c'est plutôt le contraire qui s'est passé. Ça a plutôt eu pour effet de réveiller les Zurichois qui étaient un petit peu chancelants. Oui, quand même, il y a 3 grosses occasions, Grégory Beau pour Lugano, avant qu'on voit ce but tomber. On a presque l'impression que Zurich attendait ce but pour se réveiller finalement. C'est l'impression que ça a donné. Mais après, Lugano a par contre été vaillant durant ces 10 premières minutes, mais que durant 10 minutes, durant tout ce match. Et oui, Zurich s'est vraiment réveillé à la suite de ce but de Valker et ça a fait mal. Oui, ça... J'ai envie de dire, ça a tourné plusieurs fois finalement dans la rencontre. Et on va voir le but, l'unique finalement de la deuxième période, marqué par Korpikoski, assist de Kenins et de Klein, supériorité numérique parfaitement maîtrisée, Stéphane, par Zurich. Cette deuxième période a été maîtrisée de la tête et des épaules par ces ZSC Lions. Ouais, puis... Ils vont se créer, je ne sais pas combien d'occasions franches de tuer le match finalement. Il ne marque qu'un but à 5 contre 4. À 5 contre 5, on s'est créé une tonne d'occasions. 16 tirs au but, je pense, en deuxième période, contre 2, je pense, du côté de Lugano. Il n'y avait pas photo. Et on sort on l'a dit après le deuxième tiers, on a raté beaucoup de chances. À un moment donné, ça fait partie du jeu de savoir mettre un but. Beaucoup d'imprécisions, beaucoup d'approximations devant la cage, beaucoup de gestes précipités devant la cage. Et à ce moment-là, Zurich avait l'occasion de faire le break dans le match, vraiment prendre les devants, puis non, ils ne l'ont pas fait. Et c'est à ce moment-là que le match a tourné. On est d'accord, messieurs, Gilles Montandon, en effet. C'est là que Zurich a loupé le coche, dirait-on. Oui, effectivement. Ils ont eu plusieurs belles occasions pour faire le break, mais malheureusement, un peu de précipitation ou beaucoup de précipitation pendant ce match-là. C'est vrai qu'on voit maintenant les goals, il faut les préparer, quoi. Il n'y a plus tellement de goals gratuits. Hein. Il faut les bosser, ces goals. Et malheureusement, un peu en manque d'inspiration, de belles inspirations, et puis de calme, de sérénité. C'est vrai que c'est une équipe, moi, je reste un petit peu perplexe parce que quand on les a vus au début, on s'est dit « Waouh, ils jouaient un hockey juste phénoménal ». Et tout d'un coup, bien sûr que les matchs, il faut les jouer, c'est jamais 2 fois les mêmes, mais tout d'un coup, j'ai l'impression qu'ils ont commencé à compliquer, à jouer, à être moins bien inspirés, de moins aller sur l'homme devant, voilà. Puis tout d'un coup, vous avez un Lugano vaillant qui y croit, qui gagne des matchs à l'extérieur, qui gagne ses matchs à la maison, et en plus avec la manière. Et tout d'un coup, vous avez un 7e match prévu, quoi. Donc moi, j'ai l'impression que Zurich, il s'est un peu sabordé, quoi.
Ce Lugano-là est tellement opportuniste. On l'a vu contre Bienne aussi, renverser la vapeur, être dominé contre Fribourg. Le match 4 contre Fribourg, on vient en arrière encore contre Fribourg. 2 matchs, en tout cas, notamment, je pense, le match 4 à Fribourg, sauf erreur. Ils ont été dominés par Fribourg. Fribourg n'a pas réussi à marquer, manqué le coche. Peut-être encore par grâce à Merzlikins. Mais toujours est-il qu'ils ont remporté la série sans vraiment être flamboyants, mais en étant ô combien opportunistes. Allez, on va revoir le but qui peut quand même prêter à discussion parce qu'il est très important, ce but de Grégory Hoffmann en troisième période, 46e minute de jeu. Là aussi, marqué en supériorité numérique. Les arbitres qui vont aller voir la vidéo rappellent quand même des faits. Stéphane, c'est Dave Sutter. Regardez, le contact avec Lajunen, c'est la justification des arbitres pour annuler cette réussite. Oui, mais je pense que, regardez, il y a une poussée, oui, mais regardez, Lajunen ne s'arrête pas, ne fait rien. Il y a une poussée, il y a un contact avec le défenseur, mais il ne fait rien pour s'arrêter. Et là, il est clairement dans le demi-cercle. Il empêche Fleuler de faire son déplacement droite-gauche correctement. Et le puck va passer. Regardez, il va passer quelques centimètres au-dessus de la jambière. Regardez, oui, là, il y a un contact. Là, il est déjà plus en contact. Il continue, regardez. Il gêne le gardien dans son déplacement. Moi, je pense que, pour moi, il n'y a aucune discussion possible. Ce but-là aurait dû être refusé. Je ne comprends toujours pas pourquoi il est d'accord. Grégory Hoffmann, qui lui n'en a cure, évidemment, qui marque ce but. Grégory Beau, vous partagez cet avis? Complètement. J'arrive non plus pas à m'expliquer quelle raison. Alors oui, après l'arbitre va expliquer. Il fait ce geste, il l'a poussé. Mais c'est totalement incompréhensible. Comme dit très justement Stéphane, Lajunen poursuit son mouvement et est bien content d'avoir été un tout petit peu chatouillé par Dave Sutter. Il poursuit son mouvement et il met encore la jambe derrière pour masquer, enfin pour empêcher le déplacement de Lucas Fleuler. Inadmissible que ce but soit validé. Oui, Gilles. C'est vrai que sans vidéo, on le donne. Sans vidéo, ça va vite, voilà, il y a un petit contact, on le donne. Mais aller voir la vidéo pour l'annuler, pour le donner, je veux dire, c'est complètement con. Hein. Tant pas y aller, alors. Puis se dire, écoutez, voilà, pour moi, il est dedans, voilà, je ne vais pas regarder la vidéo parce qu'ils ne sont pas obligés. Donc, j'y vais par acquis de conscience. Et c'est vrai, aller regarder la vidéo, voir tout ce qui se passe, comme tu l'expliques, et puis en plus le donner après, je veux dire, qu'on l'allume. Pour invoquer qu'il y a eu un contact, il faut vraiment qu'il y ait eu une grosse poussée, un gros cross-check. Le joueur soit déséquilibré, puis il ne peut pas faire autrement que de foncer dans le gardien à cause d'un contact avec un défenseur. Et là, Sutter fait juste comme ça pour aller finalement sur le rebond, parce qu'il ne regarde même plus Lajunen. C'est un contact réflexe. Lajunen n'est plus en contact. Et puis, Lajunen fait quasi 100 kilos. Ah non, pour le bouger, il faut quand même mettre un bon coup. Voilà, le gars, il a été malin sur le coup. Je l'ai un peu laissé glisser, un peu beaucoup. Il étend même le bras pour toucher le haut du corps, comme tu l'as expliqué quand c'est arrivé. Je comprends pas, mais maintenant, je sais pas. Ils vont sûrement trouver une explication pour se défendre au niveau de l'arbitrage, mais il y aura autant d'opinions qu'il y aura de monde, évidemment. J'ai envie de dire, heureusement que le match se décide quand même d'un côté pas sur ce but-là. Disons que c'est pas le game-winning goal de la rencontre, et peut-être que, voilà, on va peut-être continuer là-dessus, on va regarder ce qui va se passer sur ce match. La suite, parce qu'elle est importante aussi, on va voir l'égalisation de Klein, 48e minute de jeu. Klein qui va pouvoir égaliser pour les ZSC Lions, qui trouve chemin du filet. Et ça, Gilles, c'est parfait, quoi, parce que là, il fait vraiment le tir parfait. On a un ralenti magnifique. Ouais, le ralenti depuis l'angle, là, on voit très bien le puck qui passe, mais à 3 cm juste derrière Lajunen. Et c'est clair que le gardien, là, il est hyper bien masqué, justement, par les joueurs de Lugano. Donc, c'est un puck qu'on voit qui part comme ça, puis qui monte comme ça, qui finit en pleine lucarne. Shoot extraordinaire. Ouais. Shoot parfait de Klein. Et on se dit à ce moment-là du match, messieurs, on va droit vers des prolongations. Hein, au niveau des arbitres, on a décidé, on ne siffle quasiment plus rien, à peu de choses près, n'exagérons pas, mais enfin, il y a une période pendant 7-8 minutes, on a l'impression qu'il faut la grève du sifflet. Et on arrive finalement vers le money time de la rencontre. On sait, c'est les 5 dernières minutes. Et qui va sortir son épingle du jeu? Lugano, avec son bloc de parade. Une nouvelle fois, on va retrouver l'astucieux Lapierre au niveau d'une déviation qu'il est tout autant. Regardez Lapierre, il reste, Grégory Beau, vraiment devant la cage et du côté de Zurich, on a attiré par le puck, il est complètement seul. Personne ne vient le déranger, il est tout seul, il a tout le temps pour faire sa petite déviation. Moi, je me mets à la place des Zurich, quoi. Quand quelqu'un, pendant 60 minutes, cherche, provoque, embête, vient dire des trucs à l'oreille et agaçant quand même Maxime Lapierre. Et c'est lui qui vient marquer le but décisif à 3 minutes de la fin. Ça doit être horrible, Et je pense que le prochain match vendredi, ils vont lui réserver
un joli accueil dès la première minute, mais ça pourrait justement se retourner contre eux. 2-3, évidemment, game winning goal pour Maxime Lapierre. On va voir encore ensuite 2 séquences, parce que quand même, hein, on parle de l'agacement que peut provoquer Maxime Lapierre, on le verra d'ici quelques instants avec Peterson, mais avant ça, la grosse possibilité pour Zurich, quand même, avec Drew Shore qui va avoir le puck de l'égalisation, et là, on se dit, non, ce soir, c'est pas possible, Zurich va pas y arriver, franchement, Gilles Montembeault. Dieu était contre eux. Ouais, effectivement, là, d'après les images, il veut croiser son shoot, mais je pense que premier poteau, là, c'était pratiquement ce qu'il y avait de mieux à faire, toujours dans le haut du goal, là. Effectivement, il a envoyé un bon shoot, on voit que le puck, il part hyper bien, il part hyper plat, mais malheureusement, c'est de nouveau au milieu du gardien. Alors, il faut donner du crédit aussi à Mercikins, mais bon, c'est vrai qu'on peut pas, ils en ont eu des occasions, et c'est pas la seule, ils en ont eu plein des comme ça, où ils avaient des rebonds, où ils auraient pu en profiter, ils auraient pu capitaliser. Malheureusement pas réussi, et c'est clair, vous arrivez à la fin du match, ben, il vous manque un goal. Oui, puis on a vu Lapierre faire trébucher légèrement Peterson juste sur cette action, et on se dit que c'est peut-être là, il a emmagasiné Peterson énormément de frustration, et regardez, on joue les dernières secondes, et cette charge, et surtout à le ralenti, Stéphane, alors il prend une pénalité majeure hein, sur ce coup-ci, mais au niveau des patins, suspension. Écoutez, 5 minutes, Car on va ouvrir une procédure. Il n'y a pas photo, il y a une procédure qui sera ouverte, c'est certain. Il saute, charge dans le dos, le projette contre la bande, il y a boarding, il y a charge incorrecte, il y a charge dans le dos, il y a tout ce que vous voulez sur cette séquence-là. Là, encore une fois, on n'est pas à l'abri de nos surprises, mais je pense qu'une suspension pour le 7e match, c'est la sanction minimum. Moi, je pense que là, s'il n'est pas suspendu... Moi, je pense qu'en septembre, il rate quelques matchs aussi. Moi, c'est pas possible autrement. Moi, je pense mais ce qui est assez fou, c'est que le mec, il est à la rue pendant toutes les finales, et il se permet d'un check comme ça, par frustration, parce forcément que Lapierre l'a un petit peu allumé, je veux dire, il est tombé dans le panneau, mais les 2 pieds dedans. Et puis moi, je trouve ça dramatique. Pour une équipe, c'est dramatique. Est-ce que je peux dire un mot sur l'arbitrage? Bon, on peut. Sur cette séquence-là, c'est Stéphane Eichmann qui est à 40 mètres plus loin, qui lève le bras, qui donne la pénalité. Ce soir, on avait 2 arbitres. Un Stéphane Eichmann, qui est professionnel, qui a pas mal d'expérience. On avait un jeune, Mika Ebaisen. Première année, il est apprenti pro, si on veut. Il n'est pas à plein temps. Et c'est sa première saison en Liga. C'est un arbitre d'avenir. C'est un arbitre qui a un certain talent que j'aime beaucoup. Mais ce soir, on a mis ce jeune-là, première saison en Liga, dans un match 6 clé à Zurich, d'une finale. Stéphane Eichmann a arbitré ce match-là tout seul. Mika Ebaisen n'a pas levé le bras une seule fois de la soirée. Toutes les pénalités ont été données par Stéphane Eichmann. Dans l'ensemble, je pense qu'il a fait ça. Je ne suis pas d'accord avec le but accordé, mais dans l'ensemble, je pense qu'il a fait un assez bon match, honnêtement, sur les punitions. On peut toujours discuter, mais il a géré le match tout seul. Et quand je vois la décision de la Ligue, Didier Massy a été tassé des finales. Didier Massy ne siffle plus depuis les demi-finales. Il est à la maison, c'est un professionnel à plein temps, il est à la maison. Didier Massy n'a pas que des qualités, il n'y a aucun arbitre qui est parfait. Mais Didier Massy a beaucoup d'expérience. C'est un gars qui est calme, il a vu des finales, il a arbitré le 7e match Berne de Zurich il y a quelques années. Pourquoi on met un jeune, sa première année en Liga, dans un match aussi important? Stéphane Eichmann, quand il allait à la vidéo, il était tout seul, on l'a vu, il est parti, il n'a même pas attendu son collègue. Il est parti, il était déjà rendu à la vidéo, puis le collègue était encore sur la glace. Donc je pense que Stéphane Eichmann a regardé la vidéo, puis il a dit, moi je prends cette décision-là, puis il n'a pas consulté le jeune. Comme il a fait toute la soirée sur la glace. Je ne comprends pas pourquoi on met un jeune dans une telle situation. On a parlé du jeune juge de ligne, Borga, un bon juge de ligne, mais un jeune qui manque d'expérience. Est-ce que c'est nécessaire de mettre des jeunes dans la mêlée pour avoir un Didier Massy à la maison? Vous avez Je vu, comprends. messieurs. Je comprends pas. J'ai également été surpris de ce choix. Et Ebaisen, c'est un arbitre. Il n'y a rien à dire sur lui durant toute la saison. Il fait son job. Bon jeune prometteur. Exactement. Mais à un moment, il faut plus s'amuser et mettre les vrais arbitres. On a des arbitres professionnels en Suisse. Ouais. Et expérimentés. Et effectivement, le nom de Didier Massy, pour moi, c'est incompréhensible qu'il soit pas. Le gamin, il avait arbitré jusqu'à maintenant. Moi, match 6, tu dis, OK, je te remercie pour la saison, tu as fait un bon boulot. Les matchs 6, 7, tu auras l'occasion d'en faire dans les 10-15 prochaines années. Maintenant, on va mettre des gars d'expérience. À Cloton, on avait 2 gars d'expérience. On avait Verly, Stricker, on avait Fleury à la ligne. 3 gars d'expérience solides. C'était un match super important. Puis là, on met 2 jeunes arbitres, un juge de ligne qui m'aide. Je ne comprends pas. Mais voilà. Mais à voir, parce qu'on va voir quand même ici la suspension ou pas du côté de Peterson. Parce qu'on pourrait continuer de pas forcément tout comprendre. Mais enfin bon. Allez, messieurs, on va revenir surtout sur le résultat de ce match, puisqu'on a une réaction du côté du HC Lugano. On va écouter tout de suite la réaction de Sébastien Reuil. Sébastien Reuil, ben voilà, vous nous refaites le coup du HC Bienne en demi-finale? On espère, c'est pas fini. Il reste le plus dur, moi, dans la 7e.
On est content d'avoir gagné ici ce soir. C'est une belle finale, on va jusqu'au bout. Rien n'est fait, il faut se battre. Faut se battre jusqu'au bout. On a vu jusqu'à la fin, à 2 secondes de la fin, Max Lapierre qui prend un check dans le dos pour l'équipe. Voilà, il faut se battre. C'est l'équipe qui aura plus de sacs de glace à la fin qui gagnera la série. Vous aviez perdu 2 fois au Hallenstadion aux prolongations. Maintenant, c'est vous qui gagnez dans les dernières minutes. Qu'est-ce qui se passe là dans la tête? C'est bien, mais comme je l'ai dit, voilà, notre mission elle n'est pas finie. La mission elle est d'aller chercher ce titre, c'est ce qu'on veut. Voilà, donc le but il est là. Il va falloir jouer 60 minutes le prochain match et puis déjà se mettre dans le match dès ce soir. Si on regarde les 2 derniers matchs à la Rezega, vous n'avez pas encaissé un seul but. Vous êtes les favoris de ce 7e match. Non, il faut qu'on joue notre jeu. Qu'on joue à 5 partout, en zone défensive, zone médiane, zone offensive. Que notre gardien fasse un bon match comme il a fait jusqu'à maintenant. Ce sera un match en équipe. Et puis c'est comme ça qu'il faut le voir. Regarder sur notre jeu et pas sur l'adversaire. Merci beaucoup Sébastien et bonne chance pour ce 7e match. 95% d'arrêt ce soir pour Elvis Merzlikins, 40 shoots à 18 pour les ZSC Lions, pas de Zurichois à l'interview, Hans Kosman qui a refusé de venir à notre micro à la fin de la rencontre. Franchement, Gilles Montandon, et ça sera le mot de la fin entre guillemets sur cet acte 6, du côté de Zurich, les voyants sont au rouge. Partagez cet avis? Non, pas forcément. Non, le match 7, je veux dire, le match 7, c'est juste génial à jouer, mais est-ce que Lugano va jouer son 7e match comme ils ont joué le 6e match? Pas sûr. Quand tout d'un coup, la pression, maintenant, elle change un petit peu de côté quand même. Vous avez le 7e match à la maison, il y a vos publics, vous rentrez, il y a 7000 personnes, Grande Lugano, tout ça, ça risque un petit peu de changer au niveau de l'état d'esprit. C'est clair, ils vont se battre, ils vont arriver comme des avions. Mais est-ce qu'ils vont rester dans le plan de match? Ça, c'est à voir. Est-ce qu'ils ne vont pas précipiter, comme l'a fait un petit peu Zurich ce soir, pour vite faire les choses, pour vite marquer un goal voilà. Après, c'est des matchs, il faut les jouer. Moi, je ne vois pas Lugano plus favori que Zurich. Tu es joueur de hockey la veille d'un match 7 final, tu dors bien ou... Ouais, bien sûr. Non, mais c'est pas... je veux dire, le jour du match... Alors voilà, mais ce que je veux dire, le joueur de hockey, il se prépare, il est préparé à ça. Il y a du travail qui est fait mentalement en amont. Quand tu arrives à un 7e match, bien sûr, on ne les joue pas toutes les saisons, un 7e match de finale pour aller chercher un titre. Mais je veux dire, tu ne tombes pas dans l'inconnu. Tu sais que voilà, ça reste, il faut simplifier tout ça. Il faut tous les tout ce qui est négatif, tout ça, il faut essayer de se mettre dans sa bulle. C'est vrai que tu es un petit peu dans un état second, ça il faut pas se mentir. Mais je veux dire, voilà, tes joueurs de hockey, c'est les plus beaux matchs à jouer. Et c'est là que les grands joueurs sortent dans les grands matchs. Et imaginez un 7e match pour sauver votre peau en National League. Là, en effet, peut-être que le sommeil a été compliqué à trouver, en tout cas pour les joueurs de Cloton. Quoi qu'il en soit, c'est joué à presque rien, à quelques centimètres finalement, que Cloton ne reste en National League. On va parler de ce match 7, de ce barrage entre Rapperswil, entre Cloton, entre une équipe qui a connu la pire saison depuis, j'imagine, depuis très très longtemps, et Rapperswil qui a dominé finalement sa saison du côté de la Swiss League. Et finalement, c'est le club de Swiss League qui va remplacer Cloton en National League. On va voir les buts de cet acte 7. Il y a eu très peu de buts. Il y a eu Lars Frey qui va marquer lors des 20 premières minutes de jeu. Le but qui va donner l'élan, on va dire, à Rapperswil dans cet acte 7, alors que vous jouez à domicile, alors que vous devez sauver votre peau, eh bien vous trouvez le moyen d'être mené après 20 minutes. Grégory Beau, c'est quand même compliqué, on va dire, pour Cloton. Oui, c'est très compliqué. On a vu Rapperswil, finalement, ils sont venus assez tranquillement dans ce match. J'ai l'impression qu'ils n'avaient pas de pression supplémentaire. Ils sont venus jouer un match normal, entre guillemets, comme ils ont joué un match normal en finale de Coupe de Suisse, où ils se sont baladés. Et chapeau à eux, parce qu'ils perdent durant toute la série, enfin, ils perdent le momentum, ils le reprennent, Puis là, finalement, sur un match, ils sont venus tranquillement, ils marquent le premier but, ils se font égaliser, ils ne paniquent pas pour autant. Enfin, je trouvais que c'était assez impressionnant mentalement comment ils ont géré toute cette rencontre. Ouais, avec Salinen qui va en effet égaliser pour Cloton. Et même là, on se dit, Gilles Montandon, mais c'est pas possible, à Cloton, ils égalisent. Ils ont trouvé enfin le chemin du fil après 50 minutes de jeu. Ils vont passer l'épaule, ils vont mettre une pression de malade et voilà. Eh bien non.
Non, Eh bien, non. ouais, voilà, il y a des choses qu'on espère, ou depuis l'extérieur, on se dit, OK, maintenant c'est bon, voilà, ouais, ils ont cassé la glace, ils ont fait péter le champagne, ça va partir. Eh bien non, quoi, ils bûchent toujours. C'est une équipe, comme tu l'expliquais, j'ai l'impression que Cloton a fait extra-sportivement juste ou faux. Mais moi, ce qui est dramatique, c'est toujours, en fin de compte, c'est les résultats et les joueurs qui en pâtissent derrière, quoi. Je veux dire, voilà, c'est des jobs qui passent à la trappe, c'est une équipe qui tombe, voilà, ça fait, je crois qu'il l'expliquait, votre commentateur, ça fait 50 et quelques années que cette équipe se débat, ils nous ont fait rêver des moments, et puis tout d'un coup, vous vous retrouvez, c'est une équipe qui passe à la trappe, quoi. Parce qu'ils ont fait des choix, mais scandaleux, inappropriés, naïfs depuis 3-4 ans, quoi. Et puis ça va jouer sur un coup de dé. C'est ça qui est quand même terrible. On est en prolongation, il y a une chance énorme pour Cloton, pour Egli, qui finalement a pu jouer ce match, puisque la procédure n'a pas été, on va dire, concluante. En tout cas, on a décidé de ne pas suspendre le joueur. Il lève déjà les bras au ciel. Imaginez tout le public derrière se voir rester en National League. Mais non, c'est le poteau qui vient au secours de Denis Feller. Incroyable qui est sur glace, et Dieu qui est sur glace, Grégory Beau, alors que Rapi va marquer avec Moziman le but de la délivrance. Mais c'est quelque chose c'est incroyable. Jouer une saison sur un poteau. Pourtant, on fait 7 matchs. C'est pas que sur une rencontre. Il y a les prolongations. Il n'y a pas de séance de tir au but. Et mine de rien, ça se joue. Si un scénariste vient avec un scénario comme ça, on le lui refuse. On dit c'est pas possible. Enfin, c'est trop gros. Les ficelles sont trop grosses. Et là, je pense que Egli va pas bien dormir ce soir parce que oui, il s'est vu être le héros du match. Et honnêtement, on voit Nifeler faire un tout petit mouvement de la jambière droite pour rediriger le puck contre le poteau. Et c'est horrible de prendre justement le but qu'on voit à l'instant, quelques minutes plus tard. Et puis là, sur ce but-là, si j'ai bien vu, c'est Egli qui s'est fait prendre, défenseur droit qui s'est fait battre par une longue passe. Il y en a eu 2 contre. C'est un jeune défenseur, on va pas le blâmer, hein, c'est un tout jeune défenseur, il est au moins blanc. Allez, messieurs, soyons positifs quand même. Rapperswil retrouve la National League. Rapperswil, au début de saison, on dit notre objectif, on remonte. On est comme ça, on remonte, on a une équipe pour le faire. Ce qui est sûr, franchement, Gilles, c'est qu'il y a une mission accomplie, franchement, par Rapperswil. Et on se disait depuis longtemps, OK, ouais, ils ont une bonne équipe, on les a suivis toute cette saison sur MySports. On s'est dit, attention, ceux qui vont tomber sur Rapi, si Rapi est en finale et enfin en barrage, ça risque d'être compliqué. Hein. Ouais, effectivement, chapeau bas à Rapi quand même. Hein, effectivement. Alors, il y a 2 cas de figure. C'est que Rapi a expressément dit qu'il voulait monter à National League. Et puis, en cas contraire, Cloton avait dit déjà en début de saison qu'ils allaient réduire la voilure. Donc c'était peut-être déjà un aveu de faiblesse de la part de Cloton, qui ont été à la ramasse quasi toute la saison. Oui, quasi. Qui ont été à la ramasse toute la saison, ouais. Et puis, mais c'est vrai qu'arriver comme ça, être à la hauteur de ses ambitions, parce que c'est un poil arrogant de dire qu'on veut retourner dans la Grande Ligue, alors c'est bien de l'affirmer, peut-être ça fait un peu peur. Mais je veux dire, voilà, ils ont gagné la Coupe Suisse, ils gagnent contre Cloton au 7e match, eh bien, chapeau. Oui, chapeau en effet à cette équipe de Rapperswil qui retrouvera donc la saison prochaine l'élite du hockey helvétique et qui remplace donc Cloton. Vous l'avez compris, on a une réaction à chaud à l'issue de ce match, à l'issue de tout simplement de cette promotion de Rapperswil. On va écouter tout de suite la réaction d'Iglesias. Frédéric Iglesias, vous êtes promu, c'est vraiment une saison de fou et un match de fou. Franchement, je sais pas quoi dire, c'était tellement long. C'était incroyable, je sais pas. Comment est-ce que vous avez réussi dans ce match? Vous avez été extrêmement calme en défense, réussir à tenir cette pression. Est-ce que c'est l'expérience de la Ligue nationale que vous avez dans cette équipe qui a joué? Je sais pas, mais je pense qu'on a prouvé toute l'année, toute la saison, que défensivement on était très solide. On a continué ce soir et Ouais, bon, et puis vous, personnellement, retrouver la Ligue nationale, est-ce que vous voyez ça comme une petite revanche? Tu sais, il se passe des trucs difficiles dans la vie, des fois. On parle de faillite, on parle de plein de choses. Et c'est les gens avec qui tu vis qui t'aident. Et franchement, j'aimerais remercier ma femme parce que supporter un hockeyeur dans une saison aussi longue que ça, franchement, c'est une sainte. Alors, merci beaucoup et merci à l'équipe, merci aux fans. C'était incroyable. Merci et puis bonne rentrée. Hein.
Eh oui, on ne pense pas suffisamment aux conjoints dans ces moments-là. En effet, les soirées, enfin, je veux dire, les saisons sont longues aussi, hein, Gilles Montandon. Il faut du soutien, de toute façon. Écoutez, ma femme m'a supporté pendant 25 ans, donc elle sait ce que c'est des longues saisons. Hein. Elle me supporte encore, donc... Et puis elle sait aussi ce que c'est que des belles soirées de victoire et de qualification, parce que je peux vous dire, je préviens déjà madame, il ne sera pas de retour tout de suite. On va plutôt aller le rejoindre sur place, parce qu'à mon avis, la fête va être longue et belle. Allez, on va continuer de parler de play-off cette fois-ci, puisqu'outre-Atlantique, on est au stade des 8e de finale. On veut parler de la NHL, Stéphane. On va faire le point sur les dernières rencontres. Effectivement, toutes les quarts de finalistes sont connus, sauf un. Ça va se disputer cette nuit. C'est un match entre Toronto et Boston, 7e match. Mais les autres séries sont connues. Il n'y a pas de surprise. La logique a été respectée jusqu'à maintenant. Nashville s'est imposé logiquement 4-2 contre Colorado. Winnipeg 4-1 facilement contre Minnesota. Donc, les deux meilleures équipes de la conférence de l'Ouest vont s'affronter. Ça fait débat du côté de l'Amérique, évidemment. Vegas 4-0 contre Los Angeles, mais ça a été très, très serré. 2 blanchissages de Marc-André Fleury. Eux, ils sont en quart de finale contre les Sharks. Aussi 4-0 contre les Ducks. Ça, c'est une surprise au niveau du résultat. De l'autre côté, dans l'Est, Tampa Bay s'est imposé logiquement face à l'équipe de Nico Hischier 4-1. A gagné le dernier match à domicile. On l'a dit, 7e match cette nuit, 1h30 du matin pour les fans de hockey. C'est 3-3 dans la série. Toronto est revenu après s'être fait balader les 2 premiers matchs. Est revenu dans cette série à égaliser à la maison il y a 2 jours. Washington, avec Alex Ovechkin. Alex Ovechkin connaît des très bons playoffs jusqu'à maintenant. Il a marqué 2 buts dans le dernier match. On s'est imposé 4-2 logiquement contre Columbus, car les Capitals sont une équipe plus puissante. Et les Penguins de Pittsburgh se sont aussi imposés logiquement contre les Flyers de Philadelphie. Et le dernier match, tenez-vous bien, 8-5. Quand on parle que les matchs de playoff, c'est des matchs serrés à petit score. Bien, 8-5, ça fait 13 goals. C'est beaucoup de buts pour un match de play-off. Alors justement, on va passer maintenant aux images. Si vous le voulez bien, on va commencer justement avec la série entre Pittsburgh et Philadelphia, puisque si vous étiez avec nous depuis le début de la soirée, on a parlé d'un certain Sean Couturier, Stéphane. Oui, Sean Couturier, c'est le numéro 14 que vous voyez. Ligament partiellement déchiré au genou lors d'un entraînement, a réintégré l'alignement. Il joue blessé. Il a marqué 3 buts et 2 assists dans la défaite de 8-5. En nomination pour le trophée Selke. Puis un autre qui a été très bon, c'est Jake Gunsel, que vous voyez là. 4 buts, 1 passe lors de ce match-là. Donc, Couturier et Gunsel ont été dominants à l'attaque. L'équipe de Crosby qui passe en quart de finale, on l'a dit tout à l'heure. Et là, vous allez voir, à NHL aussi, il y a des obstructions sur le gardien. But refusé. L'arbitre prend le joueur des Nashville pour lui expliquer. Regardez, contact non accidentel en dehors du demi-cercle. No goal, même à la vidéo, on refuse ce but. Peter Laviolette, c'est un peu la grimace. Et c'est Ekholm, le défenseur, qui a marqué. Et finalement... logiquement, Nashville s'est imposé face à Colorado. Colorado qui a connu une saison exceptionnelle par rapport à ce qu'il avait fait l'année passée. Ovechkin, on l'a dit, 2 buts dans ce match-là. Ça, c'est son 2e but en powerplay. Il était dans son bureau de Sprunger aussi, évidemment. Donc, un tireur droitier. Et les 2, Barry Trotz et John Tortorella, qui se félicitent, comme le veut la tradition. Boston-Toronto, 7e match cette nuit. Ça, c'est les images du match précédent. Regardez le gardien de Toronto, Frédéric Anderson, qui a été étincelant. Sans un bon gardien, Toronto ne peut pas venir à bout de Boston. Et là, il y a aussi une obstruction sur le gardien. Ce but-là a été refusé. Alors, regardez, les arbitres vont là la vidéo. Le but sera refusé pour obstruction sur le gardien, à juste titre d'ailleurs. Donc, en Amérique aussi, les obstructions sur le gardien sont sifflées et but refusé. Mitch Marner, premier marqueur en saison régulière, a donné la victoire à son équipe. But gagnant, 4-1 finalement. Et Mitch Marner a été encore une fois très bon. Austin Matthews, qui est assez transparent dans cette série. Et Mitch Marner, lui, est excellent. Oui, mais c'est peut-être lui qui va marquer le game-winning goal lors de l'acte 7. Qui sait? On ne sait pas. Cette nuit, on le saura. Ça marche. On va suivre ça, enfin cette nuit, dans 1h30. Parce qu'on est bientôt demain. Il est temps tout simplement d'aller dire bonne nuit, les petits. On se retrouvera bien sûr vendredi. On remercie nos invités. On remercie Gilles Montandon, bien sûr. On remercie Grégory Beau. Toute l'équipe technique aussi. Attention, le prochain rendez-vous, vous l'avez noté bien sûr dans votre agenda. Ça sera vendredi, rendez-vous 19h45 pour cet acte 7. Nous saurons enfin qui sera champion suisse, évidemment, de National League pour cette saison 2017-2018. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée. Bye bye.